Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. La semaine dernière, on parlait de l'affaire de Panama. Vous n'avez pas forcément dit d'ailleurs que c'était la deuxième affaire de Panama. C'est vrai. Chaque siècle son Panama. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu une grande affaire de Panama à la fin du 19e siècle, dans laquelle toute la classe politique française, peu ou prou, était compromis. L'un des plus compromis d'ailleurs étant Georges Clemenceau. Ils avaient tous touché des chèques. En réalité, ça partait en l'occurrence d'une bonne idée, puisque c'était la volonté de rassembler des fonds pour percer le canal de Panama, l'isthme de Panama, et raccourcir par conséquent considérablement le temps qui permettait de passer de l'Atlantique au Pacifique. Voilà, c'est une idée d'un Français, Ferdinand de Lesseps, qui avait percé le canal de Suez. Mais malheureusement, nous nous sommes plantés, si j'ose dire, au moment du montage financier. Beaucoup de petits épargnants ont été ruinés. Ça me fait penser à l'affaire d'Eurotunnel. L'histoire ne se répète pas, dit-on, mais elle bafouille souvent. Est-ce que vous vous êtes planté aussi dans le vote la semaine dernière du secret des affaires? En pleine période de cette affaire de Panama, vous votez avec le Parlement européen pour qu'il y ait encore plus de secrets dans les affaires. C'est quoi? C'est l'obscurantisme financier pour laquelle vous plaidez? Les gens n'ont pas compris. Oui, ça dépend lesquels. Mais je crois que cette directive était mal intitulée. Parce que ce n'est pas tellement de secret des affaires, et notamment pas du secret des affaires ou des transferts financiers ou de l'évasion fiscale qu'il s'agit du tout. Il s'agit de protéger les stratégies des entreprises et de protéger les secrets industriels, de protéger contre la contrefaçon, qui est une plaie qui frappe principalement d'ailleurs les pays d'Europe et notamment la France. Et si vous allez dans certains pays asiatiques que je ne citerai pas ici par courtoisie, mais vous vous apercevez qu'il y a des immeubles entiers au vu et au su de tout le monde où on peut acquérir des produits contrefaits. Et il s'agit donc de protéger la propriété intellectuelle, la propriété industrielle des entrepreneurs français, des industries françaises. Alors le reproche qu'on a fait à ce texte tient sans doute à son titre inadapté. Libellé, je précise que, contrairement à la loi Macron, il est encore plus bardé de garanties en ce qui concerne la liberté de la presse, et notamment la liberté de la presse de dénoncer les scandales financiers. Les lanceurs d'alerte. Voilà, oui, ce qu'on appelle les lanceurs, sur lesquels il y aurait beaucoup à dire, entre nous soit dit, mais ceci est une autre histoire. Contrairement aux inquiétudes qui avaient été manifestées, ce texte ne s'applique pas aux dangers sur la santé publique. Par conséquent, il sera toujours possible de révéler que tel ou tel produit risque de mettre en danger la santé publique. Et par conséquent, c'est un texte que nous revendiquons effectivement d'avoir voté pour protéger les intérêts industriels français. Oui. Ici à Bruxelles, peut-être que ça résonne encore plus fort depuis les derniers attentats. Manuel Valls, Premier ministre de votre pays, la France, entend prolonger l'état d'urgence. Est-ce que c'est pour vous une mesure nécessaire pour que la France continue de lutter efficacement contre le terrorisme? Écoutez, le Front National n'a pas encore, à ma connaissance, arrêté de position là-dessus. Nous avions voté l'état d'urgence, nous avons voté... Mesuré quand même, oui, vous étiez mesuré. Oui, la prolongation de l'état d'urgence, mais l'état d'urgence, par définition, ça ne saurait se prolonger indéfiniment, même s'il y a une menace qui est pérenne, parce que aussi ça suppose qu'un certain nombre de libertés publiques puissent être violées, enfin, en tout cas, qu'on puisse prendre des accommodements avec un certain nombre de garanties des libertés publiques qui sont tout à fait nécessaires. Par conséquent, je pense que s'il devait y avoir des perquisitions sans mandat, sans autorisation d'un magistrat, instructeur, eh bien, j'espère que ceci a été fait depuis le temps. D'autre part, cet état d'urgence met à contribution très fortement nos forces de police, nos forces de sécurité, dont on sait que les moyens sont très insuffisants pour faire face à tout ce que l'on exige d'eux à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. Par conséquent, ça ne peut pas se prolonger indéfiniment. Moi, je serais d'avis de refuser cette prolongation. Alors on va me dire, oui, mais alors, et s'il se produit un attentat? S'il se produit un attentat, il se produira un attentat. Ce qu'il faut faire, c'est s'attaquer aux causes précisément Ce qui n'est pas fait. de la présence sur notre territoire du djihadisme
révolutionnaire, violent, barbare, ce qui n'est pas fait du tout. Ce qui n'est pas fait du tout. On a l'air de tenir pour acquis qu'il y a ici, sur notre territoire, un certain nombre de gens qui ne présentent aucune garantie d'assimilation à la collectivité nationale et qui, au contraire, la haïssent à tel point qu'ils sont peut-être prêts à faire le sacrifice de leur vie pour le plaisir, si j'ose dire, de tuer leurs compatriotes. Bon, ça pose quand même un problème. Il faut s'attaquer à la source du mal, à ses racines, et on ne peut pas maintenir, à mon avis, en permanence le pays dans une situation juridique et constitutionnelle anormale au motif qu'il existe un péril. L'état d'urgence, lui, n'a pas empêché Nuit debout, ce grand mouvement populaire de réflexion sur l'avenir de la société. En marge, quelques incidents, mais vous avez demandé la dissolution de Nuit debout et des groupes Antifa. Oui, ce qui est extraordinaire, précisément, c'est qu'alors qu'il y a cet état d'urgence, on autorise de tels rassemblements. Je vous rappelle que la moindre manifestation à Calais, au motif qu'il y a l'état d'urgence, est interdite, comme le général Picmal l'a appris à ses dépens dans son assez pitoyable équipé. Bon, et alors on autorise ça. En France, il y a un droit de manifester. Un droit de manifester, c'est-à-dire de se rendre d'un point à un autre, avec une prise de parole. Il n'y a pas de droit acquis à occuper en permanence une des places les plus importantes de la capitale. Moi, je ne crois pas du tout à la spontanéité de ces gens-là. Je crois qu'il y a 80% de naïfs, peut-être, qui s'imaginent qu'en papotant comme ça, en discutant pendant des heures, on va refaire la société spontanément et qu'elle va se porter beaucoup mieux que quand c'est confié à des gens qui ont l'habitude de participer aux institutions publiques. C'est d'une très grande naïveté. Et puis, il y a 20% de meneurs. Ce sont évidemment des meneurs d'extrême gauche, comme toujours. D'ailleurs, ces mouvements prétendus spontanés débouchent sur quoi? Ils débouchent sur la création de nouveaux partis d'extrême gauche qui, quand ça débouche sur quelque chose, mais ça procède d'une logique que j'ai très bien connue en mai 68, qui est la logique révolutionnaire du soviet partout. Voilà. Rassemblons-nous, discutons, contestons, et puis les meneurs sont là pour exciter la foule. On a vu le sort qui a été réservé à M. Alain Finkielkraut. Je ne suis pas d'accord sur beaucoup de points avec M. Finkielkraut, mais moi je serais honoré de discuter avec lui. Voilà, parce que qui n'a pas été le cas sur place, fait partie de la vie publique. Alors que des gens qui font profession de débattre de tout le traitent de cette façon-là, ça en dit très long. On a vu aussi que ces Marioles s'étaient fait gloire d'avoir bloqué Florian Philippot, venu parler des positions économiques du Front National à l'École supérieure de commerce de Paris. Et puis ces manifestations violentes sont extrêmement violentes. Elles se traduisent par des saccages, par des atteintes à la sécurité des personnes, notamment à l'intégrité physique des forces de police, de façon absolument délibérée. Vous aviez comparé qui sont ça extrêmement graves, qui dans certains cas, pourraient être qualifiés de tentatives de meurtre. Vous aviez comparé ça au traitement qui avait été fait des manifestants pour tous, plus d'1 million de personnes dans la rue pour une cause importante, et aussi les veilleurs qui étaient aussi debout et qui méditaient. Vous aviez appelé, je crois, sur votre compte Twitter, vous avez fait un peu la comparaison, le deux poids deux mesures. Il y a plus de tolérance, à votre avis, à l'égard des casseurs de gauche? Si les gens qui avaient manifesté pour la défense du mariage traditionnel, ou si en marge d'une manifestation du Front National, je dis en marge, je vais être gentil, je veux bien croire que les ozos qui agitent les bras pour dire qu'ils sont d'accord ou pour dire qu'ils ne sont pas d'accord sont très gentils, eux, et qu'ils ont été débordés par des éléments extrémistes. Donc, disons en marge. Mais si en marge des manifestations du Front National, il y avait eu le 10e des violences que l'on a connues dans cette histoire de Nuit debout, eh bien, que n'aurait-on pas entendu? Et on aurait appelé à la dissolution, pas seulement des casseurs, évidemment, mais du Front National. Ceci étant, dissoudre des mouvements qui, par définition, n'ont pas de statut, n'ont pas d'existence légale, etc., ça ne sert à rien. Je pense que les personnages sont parfaitement identifiés, et ce qu'il faut, c'est les foutre au trou. Voilà. Et puis que les casseurs deviennent les payeurs. C'est ça la riposte normale dans un État de droit. Alors, juste une chose quand même aussi.
Cette affaire me paraît démesurément grossie. Moi, j'ai l'œil un peu critique, voyez-vous, et quand je vois que cet événement remplit presque complètement la sphère médiatique, je m'interroge. Je regarde sur les différentes chaînes de télévision, sur BFM, Télévision, etc., quand j'ai un peu de loisirs. Sur notre plateau. Je regarde un peu, et je vois des correspondants, des journalistes, à vous Hector, à vous Marceline, etc. Et alors on les voit avec leurs micros qui sont de jour comme de nuit devant cette place de la République en nous expliquant qu'il y a beaucoup de monde. Mais derrière eux, je vois quelques dizaines de Pékins. N'est-ce pas? Je sais bien que la logique, c'est la logique que l'on a connue lors des prétendus printemps arabes ou de l'affaire ukrainienne, la place Maïdan ou la place, j'ai oublié le nom, Tafir en Égypte, etc. Bon, on en est très loin quand même. Hein. Alors Bruno Gollnisch, autre question. Le pape, en visite sur l'île grecque de Lesbos, ramène 12 migrants, 12 Syriens, musulmans. Est-ce que le pape a bien fait? Est-ce que le pape a raison d'en appeler à ce geste d'humanisme? D'humanité, dirons-nous. Je pense qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle de rappeler peut-être l'obligation qui est faite aux chrétiens de recueillir en quelque sorte ceux qui sont dans la misère, de nourrir ceux qui ont faim. Mais ça me laisse quand même, pour être très franc, quelques respects que j'ai pour la personne du pape et pour sa fonction, plus encore, ça me laisse quand même un sentiment de malaise. Ça me laisse un sentiment de malaise parce que qu'est-ce que tout cela veut dire? Est-ce que de l'obligation morale chrétienne, par exemple d'hospitalité, on doit induire que les dirigeants d'un État sont tenus de laisser leurs frontières ouvertes à tous les flux de population qui désirent y rentrer parce qu'elles se trouvent en situation difficile dans leur pays d'origine? Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est ça? Et il faudrait quand même que aussi bien le pape que les évêques nous le disent une fois pour toutes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça véritablement? Est-ce que c'est ce qu'ils tirent de leur compréhension de la doctrine du christianisme? Est-ce qu'il y a une véritable obligation de la part des États de laisser leurs frontières ouvertes? Alors, parce que si oui, ben, ça pose quand même un sacré problème, et sinon, alors ben, c'est qu'on ait le droit de procéder à des filtrages. Et donc, quand on dit filtrage, à des refoulements. Et évidemment, ceux qui sont refoulés n'en sont pas contents, en souffrent. Surtout quand ils se sont fait avoir par des passeurs qui les ont ruinés au passage en leur faisant miroiter l'Eldorado européen. Alors, ça, c'est un premier sentiment de malaise que j'ai. C'est la portée exacte de cet acte symbolique. Et puis, je dois dire aussi que j'ai quand même été un peu choqué, non pas que le pape ramène dans ce geste symbolique au Vatican 2 ou 3 familles musulmanes. C'est les avoir tirés au sort qui mais vous choque? oui, je trouve que c'est un procédé un peu curieux, et surtout qui ne ramène aucune famille chrétienne. Parce que les chrétiens d'Orient souffrent abominablement, ils sont persécutés, ils sont massacrés. Pensez à l'attentat effroyable dans la cathédrale de Bagdad où des fidèles, des enfants en bas âge ont été assassinés sous les yeux de leur mère. Hein, les djihadistes disant s'il continue de pleurer, je le tue, et passant la menace à exécution. Et une émigration qui inquiète, je crois, j'ai les témoins de ces affaires-là. Je pense quand même que le pape aurait pu, dans ce geste symbolique pour geste symbolique, emmener avec lui quelques chrétiens d'Orient de ces secteurs qui ont été particulièrement affectés. Alors, dernière question qui vous touche peut-être plus particulièrement. La Terre a encore tremblé, elle a tremblé au Japon, elle a tremblé en Équateur. Face à ces drames, pareil, humanitaires, ce coup-ci oui, bien aussi. sûr, ma solidarité, bien sûr, avec les séismes, c'est un des éléments sur lesquels, malheureusement, ni les politiques, ni qui que ce soit n'a de prise. Je me rendrai prochainement au Japon, je sais qu'on y attend. En voyage parlementaire? Oui, et je dois dire que ça va être intéressant parce qu'il y a en discussion cette espèce de traité de partenariat pacifique
dans lequel je pense qu'il y a à boire et à manger aussi. Et moi, je suis un ami du Japon, mais je ne suis pas ici le lobbyiste en quelque sorte du Japon au Parlement européen. Moi, je ne suis le lobbyiste que des seuls intérêts de mon pays. Voilà. Et donc, nous allons avoir des discussions certainement très franches et très ouvertes avec ce personnel politique japonais, en particulier la délégation qui, dans le Parlement japonais, aussi bien les députés que les sénateurs ou les conseillers, comme on dit là-bas, sont spécialisés dans les relations avec l'Union européenne. Je pense que ce sera extrêmement intéressant. J'avais eu l'occasion, il y a quelques années, de manifester ma solidarité en allant sur le site de Fukushima, vous savez, où la centrale nucléaire a été gravement endommagée à la suite du séisme, et plus encore dans les villages qui avaient été abominablement dévastés à l'occasion du tsunami, c'est-à-dire du raz-de-marée qui fréquemment suit les tremblements de terre. Je dois dire que j'avais été ému aux larmes par le courage, le stoïcisme de ces gens. Je vois encore tous les employés municipaux dans un Algeco, dans un village où la moitié de la population avait perdu la vie, qui travaillaient méthodiquement à élaborer les plans de la reconstruction, si possible sur des hauteurs inaccessibles au prochain raz-de-marée. J'ai vu une manifestation extraordinaire du courage de l'être humain, quelles que soient les frontières et les différences de peuples, de culture ou autres. On vous retrouve vendredi soir à Cahors, je crois, en déplacement militant dans la Fédération du Front National. C'est un beau pays. Dans le Lot. Voilà, avec le secrétaire départemental Emmanuel Grène. C'est un très beau pays qui est malheureusement peu peuplé, alors que ces paysages sont admirables. Il fait partie de cette espèce de vide qu'il y a au centre de la France, où pourtant on voit ce que c'est encore, comme l'on dit, qu'un habitat à visage humain comparé au béton d'un certain nombre de nos grandes villes. Et à bientôt pour une prochaine page d'actualité. À bientôt. Au revoir.